Salut tout le monde, nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais documenter l'évolution de mon portefeuille. Donc c'est un concept que je ferai une fois par mois et à chaque fois on verra chacune de mes positions et où en est ma performance annuelle, puisque je rappelle qu'un de mes gros objectifs c'est de réussir à battre le S&P 500 à long terme et de montrer que c'est possible. Donc c'est parti. Alors pour l'instant, donc j'ai deux portefeuilles, il y a celui-là et ensuite mon compte titre d'entreprise dans lequel il y a pour l'instant une seule action. Donc on le regardera juste après. Alors pour l'instant, donc j'ai en tout 5 positions, donc c'est un portefeuille que je trouve, je considère mes deux portefeuilles comme un seul, hein. Donc je trouve mon portefeuille encore trop concentré, et je vise une dizaine d'actions, je pense que c'est pas mal, ça me dérange pas d'être assez concentré, mais voilà, je pense qu'il faut quand même, je pense que 5 c'est pas assez, donc là je préférerais rajouter des nouvelles positions, plutôt que de renforcer mes grosses positions. Donc on va regarder maintenant chacune d'entre elles. Alors ma plus grosse position, c'est Meta. Donc j'ai 62 actions que j'avais achetées à 162 en moyenne. Donc aujourd'hui ça me fait dans les 27 000 euros sur Meta, donc ça représente à peu près 50% de mon portefeuille. C'est pour ça que là je suis assez réticent à l'idée de rajouter sur cette position-là. Je préférerais diversifier un petit peu. Donc cette position, je l'avais construite en 2022, et quand je vois les résultats qu'ils ont actuellement, je me demande pourquoi j'ai pas mis plus dessus, mais c'est toujours facile à dire après, et en fait à l'époque, il y avait quand même pas mal d'incertitudes, et honnêtement, j'aurais même pas imaginé qu'ils arrivent à ce point améliorer leurs résultats, parce que maintenant, si on fait une petite valorisation sur Gram, donc de Meta. On regarde ici, on a leur free cash flow par action, j'avais fait une vidéo récemment où je montrais ça. S'ils font seulement à partir d'aujourd'hui 10% de croissance par an de leur free cash flow par action, et que dans 10 ans Meta ait un price sur free cash flow de 20, bah aujourd'hui ça donnerait une performance entre 13 et 14%, donc c'est assez fou, et Zuck a bien travaillé, et donc je suis content de ne pas avoir été trop timide sur les montants que j'ai investis à l'époque, et d'avoir fait confiance dans mon analyse. Et même en dehors de la valorisation, là je suis toujours super positif pour eux. Niveau qualité, financièrement parlant, tout est toujours au rendez-vous. Que ce soit la croissance, les ratios de profitabilité, la dette, les rachats d'actions, les marges. On a toujours le fondateur, donc Mark Zuckerberg, qui est aux commandes. Donc ça c'est aussi un point positif, ça veut dire qu'il a du skin in the game, donc les intérêts du management sont alignés avec ceux des actionnaires, puisqu'il est lui-même un gros actionnaire. Il me semble qu'il a à peu près 13% de Meta aujourd'hui, et je les vois bien avoir encore des décennies de croissance, puisqu'ils sont très bien placés sur tout ce qui est création de contenu, c'est même les mieux placés là-dessus, et ça je pense qu'on est qu'au tout début, quand on est plus proche du début que de la fin, donc là-dessus tout ce qui est publicité, je pense que ça a encore de la marge. Et même en dehors de ça, ils ont plein de business qui sont aujourd'hui encore petits, mais qui pourraient devenir gros à l'avenir. Par exemple, ils ont WhatsApp. WhatsApp doit y avoir 2 milliards d'utilisateurs. Pour l'instant, c'est très peu monétisé. Et ils en sont qu'au tout début là-dessus. Et puis après, il y a tout ce qui est Reality Labs. Ça, on ne sait pas si ça donnera quelque chose un jour. Après, j'ai plus tendance, par défaut, à avoir confiance en Mark Zuckerberg plutôt que à me méfier de lui. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que je crois qu'ils investissent 10 milliards dans le métaverse par an, quelque chose comme ça. Donc soit ils se rendent compte que ça va rien donner, ils arrêtent cette dépense-là, et d'un coup ça augmente les marges, et ils s'en sortiront très bien avec leur business habituel, ou bien c'est des investissements qui s'avèrent rentables, et dans ce cas c'est du bonus, c'est encore mieux. Donc ouais, la partie Reality Lab, je vois ça comme un bonus, et même sans ça, je suis plutôt confiant sur Meta. Donc deuxième position, maintenant c'est Alibaba. Alors là ça s'est pas passé pareil, donc j'avais investi à peu près le même montant sur les deux à l'époque. Enfin en vrai d'ailleurs j'avais mis à la base 12 500 sur Meta, et malheureusement j'ai dû vendre pour à peu près 2000, parce que j'avais besoin de cash à un moment donné en je sais plus, début 2020, en 2023, un truc comme ça. J'ai vendu les 2000 quand c'était vers 230. Mais bon, pas très grave. Donc ensuite, plus grosse position, c'est Baba. Donc j'ai 11 300 dessus. Donc là, c'est à peu près flat. Hein, j'ai acheté en moyenne à 81. Là, on est à 77,5. Donc sur cette position, j'en parlais dans un live récemment. Au final, aujourd'hui, c'est ma position de la moins bonne qualité. Mais c'est quand même une bonne entreprise. Mais sur Alibaba, c'est surtout une question de valorisation. C'est que l'entreprise est extrêmement sous-évaluée. Si on regarde ça, donc admettons, on leur met un ratio prix sur free cash flow de 15, ce qui me paraît correct, et on leur met une croissance de 5% par an, ce qui est vraiment très faible.
c'est moins que la croissance chinoise. Et donc là, si je fais la conversion donc de 546 yuan, puisqu'ils reportent leurs états financiers en yuan, en dollars, et ben ça nous fait 546 yuan égale 75 dollars, donc le prix actuel. Donc ça ferait du 19% par an pour seulement 5% de croissance. Donc l'action est tellement sous-évaluée que bah voilà, je peux pas la vendre actuellement. Donc Alibaba, je la vois comme un value play. Et autre raison pour laquelle je veux pas la garder à très long terme, parce que mon objectif c'est de prendre des actions que je me vois bien garder à vie. Et Alibaba, c'est pas le cas à cause de l'histoire de VIE. Donc je sais qu'il y a des personnes que ça dérange pas, qui considèrent que c'est un risque voilà, qui a de trop faibles probabilités de se produire. Pour rappel, le VIE, c'est Variable Entity Interest, ou Variable Interest Entity. Donc en fait, ça, Baba, c'est une société écran aux îles Caïmans qui a juste des droits sur les bénéfices de l'entreprise chinoise. On n'est pas directement propriétaire de l'entreprise chinoise, et le problème c'est que la possession d'entreprises chinoises par des étrangers dans beaucoup de secteurs, dont le secteur internet, est interdite. Et donc ça rend le truc un petit peu bancal et ça ajoute du risque. Et voilà, pour moi c'est un risque que je veux pas avoir à long terme. Donc si à un moment donné Alibaba se rapproche de sa valeur intrinsèque, je sortirai avec une plus-value. Et si aussi je vois que j'ai des opportunités d'arbitrage, donc des entreprises américaines de meilleure qualité, qui sont à un prix que je trouve très intéressant, à ce moment-là, bah, je pourrais revendre une partie de ma position Alibaba pour faire l'arbitrage et investir dans ces entreprises-là, que je trouve de qualité supérieure, et avec aussi moins de risques. Donc voilà pour Alibaba. Donc pour l'instant, là, aujourd'hui, je suis à peu près flat sur cette position, je suis en légère perte. Donc j'avais mis 11 800 et j'ai 11 300. Ensuite, ma troisième position, c'est Booking, donc que j'ai commencé à acheter en octobre 2023. Donc j'ai 3 actions, puisque l'action est assez chère, elle est là à 3400 euros. Dollars. Donc j'ai une position qui est assez récente, donc sur laquelle j'ai assez peu de recul pour juger de la qualité de cet investissement. Pour l'instant, je suis à plus 14% dessus, et on verra ce que ça donne. D'ailleurs, il y a les résultats ce soir, mais je trouve que l'entreprise, elle est pas très chère par rapport à sa qualité et à son niveau de valorisation. Donc c'est pour ça que je trouvais ça plutôt pas mal, là, dans un marché qui était globalement plutôt cher. Et c'est une action sur laquelle il y a peu de hype. Et je trouve aussi qu'il y a un avantage à acheter des actions avec des tickets d'achat qui sont élevés, puisqu'il y a moins d'investisseurs qui peuvent se permettre de les acheter. Il y a plein de petits investisseurs qui ne peuvent pas mettre 3400 dans une seule action. Donc ça doit réduire la demande et donc réduire les niveaux de valorisation de l'entreprise en question. Mais il y a de très grandes chances qu'à un moment donné, il y ait un stock split qui arrive et que d'un coup, ça augmente la demande. Donc je ne sais pas à quel point, je ne sais pas si c'est un impact qui est vraiment conséquent, mais voilà, je me dis que ça peut être un catalyseur de performance à l'avenir. Donc si on regarde la qualité de ce business, donc là, croissance, on pourrait se dire qu'elle est un petit peu faible, mais ils ont très fortement subi le Covid, donc ça a ralenti. Mais si on regarde après les niveaux de croissance qu'ils ont, là par exemple, ils ont fait 24% de croissance en 2023, et si on regarde avant la période Covid, on avait souvent des croissances à 2 chiffres, voire au-dessus des 20%. Le ROCE aussi est très très bon, sachant qu'en plus il est impacté aussi par les années Covid, vu que c'est une moyenne sur 5 ans, il n'y a pas de dette, ils rachètent beaucoup d'actions, ce qui je trouve est plutôt bien, puisque c'est une entreprise qui d'après moi est bien valorisée, pas trop cher, et un niveau de marge qui est très bon, qui là aussi est impacté par la période Covid. Leur vraie marge du free cash flow, c'est plutôt de l'ordre de 30-35%. Et en plus du ROCE, un autre indicateur de l'allocation de capital, c'est si on regarde les rachats d'actions qu'ils font, pas les rachats d'actions, mais les rémunérations en actions qu'ils font. Donc, c'est-à-dire combien d'actions ils donnent à leurs employés. En 2023, c'était 530 millions. Et c'est bien de comparer ça au free cash flow, puisque c'est toujours réintégré au free cash flow, puis ils considèrent que c'est pas une vraie dépense en cash, mais en réalité c'est quand même une dépense. Mais voilà, 530 millions sur 7 milliards, c'est très peu, c'est quelque chose comme 7%. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai du mal à trouver des gros défauts à cette boîte. Et si on regarde la valorisation, si je mets par exemple 10% de croissance du free cash flow par action, ce qui me paraît correct, et leur ratio prix sur free cash flow est souvent en dessous de leur ratio de leur PER, mais admettons même si on met 15, bah aujourd'hui j'arrive à du 14% par an. Donc voilà, au prix actuel je reste plutôt confiant
Donc à voir ce que donneront les résultats ce soir. Et ensuite position numéro 4, donc la dernière de ce portefeuille, mais je rappelle il en reste une dans mon deuxième portefeuille. Donc c'est Fortinet que j'ai acheté il y a 2 mois ou 3 mois. Et il y a aussi les résultats ce soir. Donc pour l'instant c'est qu'une petite position. J'avais acheté juste avant les résultats, les derniers résultats, ouais, donc il y a pile 3 mois. Et du coup j'avais pas osé investir plus en me disant ça se trouve ce soir ça va fortement baisser. Mais au final c'est bête puisque si on investit à long terme, on s'en fout un peu des résultats. Hein. Qu'on investisse 2 mois et demi avant les résultats ou la veille des résultats, ça change pas grand chose. Et pour l'instant c'est pas une action sur laquelle j'ai beaucoup creusé, je l'ai acheté surtout basé sur les chiffres. Parce que niveau chiffres, c'est tout a l'air parfait. Je sais que Terry Smith a aussi investi dedans, donc ça ajoute quand même un peu de confiance de savoir qu'il a investi dedans. Voilà, si je regarde niveau qualité, c'est des niveaux de croissance qui sont très élevés. Donc c'est pour ça que ça me demanderait quand même un petit peu plus de recherche pour la valorisation, pour savoir sur quel niveau de croissance je peux partir pour mes estimations. Voilà, ensuite on a un ROCE qui est très élevé, 40%, pas de dette encore une fois, un nombre d'actions qui est en baisse et des marges qui sont très élevées. Donc tout va bien. Et niveau valorisation, aujourd'hui si je mets peut-être 12% de croissance par an et 20 de prix sur free cash flow, l'action elle a l'air correctement évaluée, donc peut-être que je suis trop prudent et que je vais regretter de ne pas avoir investi plus là. Mais bon, j'ai déjà investi ce mois-ci, donc je préfère attendre un petit peu, en espérant que ça explose pas trop suite à l'annonce des résultats. Et d'ailleurs, un autre point, à part les chiffres quand même, sur lesquels je me suis basé pour investir, c'est que l'entreprise, elle est toujours possédée et dirigée par les 2 frères cofondateurs. Donc non seulement les fondateurs sont encore dedans, en plus c'est un business familial, on voit que l'allocation de capital est bonne avec le ROCE, avec les rachats d'actions, les rémunérations en actions qui sont plus élevées que Booking mais quand même correctes. On a vu pire, et les 2 frères cofondateurs, ils ont à peu près de mémoire 20% de la boîte. Donc encore une fois, ils ont des intérêts qui sont alignés avec les actionnaires. Donc c'est plutôt bon signe. Et pour l'instant sur cette position, je suis break-even, donc à peu près au prix auquel j'avais acheté. Donc maintenant, on va aller regarder sur mon autre portefeuille, donc mon compte titre d'entreprise, ma dernière position. Et juste après, on reviendra sur celui-là pour aller voir ma performance annuelle. Donc on va regarder dans chaque vidéo de ce concept, chaque mois. Et d'ailleurs, sur ce compte titre-là, j'ai pas l'onglet portefeuille. Donc si quelqu'un a déjà eu le problème et a une idée de pourquoi j'ai pas cet onglet portefeuille, parce que je vois même pas comment je fais pour aller voir mes positions, si vous avez la réponse, je veux bien que vous me la disiez en commentaire. Donc je vais aller voir directement l'action en question. Et c'est donc Visa que j'ai acheté là il y a peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc j'avais acheté à 272, donc je considère que c'est pas l'affaire du siècle, mais que c'est un investissement pas mal, qui a des probabilités correctes de battre le marché. Au niveau qualité, c'est assez connu, c'est une très bonne entreprise avec des bons niveaux de croissance, très bon ROCE, pas de dette, des rachats d'actions, enfin la recette classique, et surtout des marges qui sont extrêmement élevées, hein, marge du free cash flow de 56%, et c'est peut-être le meilleur business model qu'on puisse imaginer, puisqu'ils prennent des frais sur tous les achats que les gens font avec des cartes. Et d'ailleurs j'avais eu des commentaires sur est-ce que Apple Pay les met pas en danger, mais justement au contraire, Apple Pay c'est plutôt dans leur intérêt, puisque quand tu utilises Apple Pay, en fait c'est tes cartes, Visa, Mastercard, etc., que tu mets dans ton wallet, et donc quand tu payes avec ton Apple Pay, en fait, tu utilises toujours ta carte Visa, simplement elle est dématérialisée. Donc Visa et Mastercard, ils vont toujours encaisser les mêmes frais. C'est juste que Apple va prendre en plus de ça par-dessus, de mémoire 0,15% de frais à la banque, et non pas à Visa ou Mastercard. Et les produits Apple sont en plus tellement répandus, tellement populaires, que le fait qu'ils aient ajouté cette fonctionnalité de Apple Pay, ça participe à accélérer les paiements électroniques, le développement des paiements électroniques. Donc c'est même dans l'intérêt d'entreprises comme Visa et Mastercard. Et il y a même aussi, je crois qu'on l'a pas en Europe, mais il y a aussi la Apple Card. Et pareil, on pourrait se dire que c'est peut-être un danger. Sauf que non, la Apple Card, pareil, c'est une Mastercard. Donc c'est encore une fois dans leur intérêt. Donc voilà, pour ceux qui se demanderaient, c'est pas du tout un danger pour Visa Mastercard, au contraire. Donc voilà, Visa, entreprise de qualité, ça c'est pas une découverte, situation de duopole avec Mastercard. Et niveau valorisation, qu'est-ce que j'avais mis? Je crois que j'avais mis 11 et 25, donc 11% de croissance par an de leur free cash flow par action. C'est inférieur à ce qu'ils ont eu historiquement, et un ratio de 25 fois le free cash flow. C'est 25 fois le free cash flow, c'est un niveau de valorisation qu'ils ont atteint que 2 fois depuis 2014. Donc je pense que c'est un bon
comment dire, pas plafond, mais l'inverse. Hop, et ça me donnait... Ah mais oui, quand j'avais acheté, c'était avant les résultats, donc ça me donnait 13%. Mais vu qu'ils ont eu de la croissance, le free cash flow par action a augmenté. Et donc aujourd'hui, c'est même encore plus intéressant aujourd'hui qu'au moment où je l'ai acheté. Puisque si le business a eu de la croissance, donc son free cash flow par action des 12 derniers mois a augmenté, mais en même temps le prix a baissé, il y a comme ça un décalage qui se fait entre le prix et la valeur. Donc voilà, je pense que avec les derniers résultats qu'il y a eu, Visa c'est une meilleure affaire aujourd'hui que quand je l'ai acheté il y a 2 semaines avec les informations qu'on avait à ce moment-là. Et si je vais ici dans les flux de trésorerie, tout en bas, j'ai mis le free cash flow par action en trimestriel. Et donc on voit qu'en effet, par rapport à il y a un an, ils avaient fait 1,74 de free cash flow par action. Mais ce trimestre-ci, ils ont fait 2,09$. Et donc forcément, ça fait croître la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc voilà, Visa, c'est une position que je voudrais faire grossir dans mon portefeuille, même si je vous avoue que à choisir, je préfère Mastercard. Mais je trouvais que Mastercard était moins bien valorisé que Visa. Donc voilà pour Visa, donc c'était ma dernière position. Et donc maintenant, on va aller voir ma performance annuelle depuis que j'ai commencé à investir. Donc on va le faire sur mon autre portefeuille, vu que sur celui-là ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'instant, hein, je l'ai créé il y a quelques semaines. Je suis donc sur la partie performance, donc je me mets bien en TWR, donc rendement pondéré dans la durée, pour pouvoir comparer ma performance au S&P 500. Ici j'ai mis le S&P 500 et en dessous c'est mon portefeuille. Je mets les rendements annualisés du coup pour connaître la performance annualisé tout simplement. Et donc depuis que j'ai commencé à investir, le S&P 500, c'est-à-dire d'ailleurs le 31 janvier 2022, donc ça fait un peu plus de bientôt 2 ans et demi, le S&P 500 a fait 5,67% par an et mon portefeuille a fait 16,45% par an. Donc pour l'instant, 2 ans et demi de recul, c'est toujours un peu court pour juger de si je suis un bon investisseur ou pas. Je considère que peut-être à partir de je dirais 4-5 ans, on commence à pouvoir tirer des conclusions. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. Et puis, j'ai confiance en ma stratégie. Donc, je vais continuer à appliquer la même stratégie. Et on verra ce que ça donne et comment ça évolue. Et donc, mon objectif, ça va être déjà surtout de rester au-dessus du S&P 500. Et donc ça, c'est niveau performance relative. Mais niveau performance absolue, j'aimerais aussi que ça dépasse les 12-13% par an. Et puis, pour analyser vos actions, je vous rappelle que vous pouvez essayer gratuitement Graham pendant 7 jours en cliquant sur le premier lien en description. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!